On va enchaîner avec les chiffres du baromètre du messaging mobile sur lequel travaillent depuis quelques jours Sébastien Givry et Christophe Lecourtois. Sébastien, Christophe, est-ce que vous êtes là? N'hésitez pas à allumer vos micros et vos caméras. Oui, Oui, moi j'ai oublié ma caméra, je ne sais pas si vous me voyez. Alors, Oui, voilà, c'est bon. un gros travail d'intégration, hein, puisque la Mobile Marketing Association s'est rapprochée de la F2M pour la partie SMS et Numberly pour la partie emailing. Et donc, on va dévoiler dans quelques instants les chiffres de l'année 2020. On commence avec Sébastien? Oui, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Pour me présenter, je suis responsable du baromètre de marketing mobile à la MEMA. Dans ce cadre-là, c'est un baromètre qu'on publie tous les ans. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, aujourd'hui, on va vous présenter les chiffres qui sont plus pertinents par rapport au messaging mobile. On y va, on les montre? Oui, on peut les montrer, oui. Donc, l'importance de ces chiffres, effectivement, c'est outre, parce qu'on connaît tous un peu l'importance du mobile dans la place des consommateurs, c'est toujours important de donner des chiffres pour montrer vraiment quelle est l'évolution de manière concrète, et avec des fois des a priori qui sont un peu bousculés, notamment Oui, le SMS en fait partie, je crois. Oui, parce qu'en janvier dernier, par exemple, l'ARCEP publiait des chiffres qui étaient plutôt décroissants, hein, pour l'usage interpersonnel. Donc, il pourrait y avoir une perception négative sur ce segment. Et ce n'est pas du tout la réalité qu'on va évoquer ce matin d'un point de vue business, hein. Alors, on montre les chiffres. Alors, d'abord, je crois, avec le SMS promotionnel. Voilà. Donc, le SMS promotionnel, donc, comme le nom l'indique, c'est tous les SMS qui sont envoyés aux clients. Par exemple, vous avez une carte de fidélité dans un magasin, vous avez donné votre email ou numéro de téléphone, et puis on va vous contacter dans un mois, dans 3 semaines, pour vous dire, voilà, il y a une nouvelle promotion qui existe. C'est pour vous engager par rapport à une promotion particulière. Donc, ces 6 chiffres, ce que l'on a vu, c'est qu'il y avait une croissance qui ralentissait ces dernières années et les volumes ont réussi à se stabiliser cette année. Donc, moins 0,4% sur l'année, ce qui est quand même plutôt pas mal. Il a eu un impact effectivement donc en avril, une forte décroissance, parce qu'effectivement, c'est là où il y a eu le premier confinement, donc un mouvement, je dirais, que je qualifie un petit peu de mouvement de panique dans l'industrie qui n'était pas organisée. Moi, ce que je vois, effectivement, ce qui conforte la puissance quand même de ce canal, c'est que très très vite, on voit dès le mois de mai, et surtout on voit en juillet, le rebond de ce canal qui a permis de revenir et de se maintenir malgré les conditions en particulier de l'année 2020 et encore de cette année. Ce qui pour moi est quand même une force, quand même une certaine force de ce canal. Donc on pourra en reparler, mais effectivement, ce canal, un des avantages de ce canal, effectivement, c'est un peu l'universalisme de ce canal, la facilité d'utilisation et le fait que le taux d'engagement des consommateurs, c'est-à-dire quand on reçoit un SMS, en général, on va regarder ce SMS. Donc, voilà. Ça, c'est sur le promotionnel. Donc, c'est tous les numéros en 36, hein, pour information. Le transactionnel, lui, au contraire, il poursuit vraiment sa très très forte croissance. Et en fait, il y a plusieurs indicateurs, plusieurs choses qui vont y contribuer. Alors, quand on dit croissance, effectivement, on voit encore 32% de croissance en 2020. C'était une croissance similaire l'an dernier aussi, donc vraiment une croissance continue d'année après année. Alors, pour bien préciser ce qu'est le SMS transactionnel, ce n'est pas seulement le SMS lié à l'authentification par code quand on fait une transaction e-commerce, un paiement, ce qu'on appelle l'OTP, hein, One Time Password. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est pour ça que c'est ce qui explique la croissance. Donc, ce SMS transactionnel, c'est vraiment tout ce qui permet d'engager le client par rapport à une transaction, hein, que ce soit une prise de rendez-vous, un rappel de rendez-vous, une notification de livraison, toutes les choses comme ça, ce qui en fait que ça va vraiment pu croître. Et je l'ai noté là, ça a pu croître beaucoup plus rapidement que l'e-commerce. L'e-commerce a cru de 8% l'an dernier. Là, on a 32% de croissance, donc ça conforte vraiment la puissance de ce canal. Donc là, c'est les chiffres au global, donc agrégés au global. Donc, quand on voit qu'on a à peu près entre 700 millions et 800 millions de SMS, quand même. Donc on parle de volume, hein, pas de valeur, volume de SMS envoyé. Donc on voit effectivement qu'au global, hein, il y a une grosse
croissance de ce canal-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement qu'il y a une bascule entre le promotionnel et le transactionnel. Ce qui explique aussi, ce que va expliquer aussi mes collègues, ce qu'a expliqué aussi Jean-Philippe, c'est qu'effectivement, il y a de nouveaux canaux qui commencent à arriver, qui prennent un peu le relais sur l'aspect promotionnel, mais par contre, l'aspect transactionnel, lui, continue sa croissance. Donc, c'est vraiment une bascule des types d'usages, mais globalement parlant, ce canal de communication il reste très, très fort et vraiment à ne pas sous-estimer dans une stratégie de communication. D'accord. Merci Sébastien. J'ai juste deux, trois petites questions complémentaires. S'il n'y avait pas eu le Covid, du coup, on peut parier sur aussi une forte croissance du SMS promotionnel qui a limité la casse malgré la crise. Alors, forte, je ne sais pas, mais croissance, oui, certainement. Oui. Oui, oui, certainement, parce qu'effectivement, l'avantage, on connaît tous l'impact du mobile, l'importance du mobile dans le rapport personnel avec les gens. Donc, c'est vraiment un outil très, très personnel. L'avantage du SMS, effectivement, c'est que ça permet cette communication directe par rapport à des usages très particuliers. Et aussi, en général, on ne donne pas son numéro de téléphone par hasard. Donc, effectivement, on peut penser que ça a pu continuer sa croissance. Et le fait que ça ait pu se maintenir malgré ces conditions-là, pour moi, ça conforte cette impression-là. Et deuxième question, on voit un taux de croissance de plus de 30% pour le SMS transactionnel. Alors c'est une tendance depuis plusieurs années, mais c'est quand même très impressionnant. On est au-delà des chiffres de la pub, au-delà des chiffres du e-commerce. Comment on peut expliquer de tels taux? Ben, là aussi, en fait, effectivement, c'est la publicité, aussi ciblée qu'elle puisse être, elle reste, elle n'est pas 100% ciblée par rapport à un usage particulier. Et là où le SMS intervient, c'est que c'est, par exemple, je vais prendre un cas très particulier. J'ai changé de fournisseur d'accès à Internet il y a longtemps, et je passais par un nouveau fournisseur qui m'indique effectivement que voilà, le rendez-vous avec votre technicien qui a installé la fibre sera à tel jour. Une semaine avant, on envoie un SMS pour me confirmer ce rendez-vous-là, avec un lien pour me dire si vous voulez le modifier, changez-le. Donc c'est moi par rapport à mon usage à moi particulier, avec un rappel la veille. C'est pareil pour les livraisons. C'est vraiment un usage via one-to-one qui fait sa force par rapport à d'autres canaux, qui ont aussi chacun leur force particulière, mais par rapport à la publicité, on va dire que c'est dans le transactionnel, c'est vraiment ce rapport-là très proche au consommateur, qui est vraiment particulier au consommateur, qui en fait sa force, et aussi le fait que son mode de lecture aussi, qui est beaucoup plus personnel, beaucoup plus direct. Je pense que c'est ce qui en fait la force. Alors effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de garde-fous qui font que il n'y a pas d'abus de ce mode de ce canal-là, ce qui montre qu'il y a une progression Okay. continue de tous les usages. Une dernière question, on a aussi, on en a parlé rapidement, mais une partie du SMS transactionnel qui est liée à la validation des paiements, dans le cadre du 3D Secure avec l'OTP. On sait qu'avec la DSP2, une directive européenne sur les paiements, c'est des choses qui devraient à terme disparaître. On peut anticiper du coup quand même un impact sur cette croissance du marché du SMS transactionnel? Alors, dans quelle mesure c'est difficile à savoir? Oui, probablement un impact. Alors après, effectivement, on a encore jusqu'à 2022. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne sont pas familiers, donc le SMS, pour l'instant, il entre dans le cadre de la sécurisation des transactions. Il n'est pas validé dans le cadre de la DSP2 parce qu'en fait, il n'est pas considéré comme un mode différent d'authentification par rapport à la possession du téléphone. Donc, C'est ça, on achète et on valide sur le même écran, donc c'est plus une authentification forte. Voilà, donc l'authentification forte, c'est ce que je sais, donc un mot de passe, ce que je possède un téléphone et l'inhérent, c'est-à-dire qui je suis. Et donc le SMS, c'est la possession, c'est-à-dire que je possède le téléphone, donc je reçois le SMS, c'est la même chose. Et donc il y aura une baisse en 2022 de ce type de format, c'est ça? Pardon? Et il y aura en 2022 probablement du coup un arrêt du SMS d'authentification à cause de cette DSP2. Oui, alors après, il faut voir, théoriquement, oui, il faut voir comment ça se passera, parce que là, c'était censé être en 2019, ça a été repoussé à plusieurs fois, même jusqu'à 2022. Parce qu'en fait, ce qui est fait que c'est repoussé, c'est parce que ça demande de gros efforts de côté des banques et des systèmes d'information des e-commerçants pour nous mettre à jour. On va passer, par exemple, d'une bascule, certainement, et ça a déjà commencé, en fait, du bascule
d'un SMS avec certainement bascule vers une application bancaire sur votre téléphone où là, vous devez vous identifier avec un mot de passe ou avec En tout cas, une empreinte. on aura l'occasion d'en reparler en 2022 et on verra si ça a eu un impact sur les chiffres Exactement. du baromètre de l'année prochaine. Merci beaucoup, en tout cas, Sébastien Givry. Voilà, on retiendra que même si le marché du SMS interpersonnel décline légèrement année après année, celui du SMS marketing affiche une croissance à 2 chiffres, hein, 15% l'année dernière, malgré la crise, malgré les changements des usages. C'est impressionnant. Merci Sébastien Givry. Oui. On enchaîne avec l'autre levier du baromètre, qui est un point sur l'email et l'impact du mobile sur l'email avec Christophe Lecourtois. Christophe, est-ce que tu es là? Oui, Comment ça va, Christophe? très bien, Jérôme, merci beaucoup. Et puis bonjour à tout le monde. Alors, donc, un baromètre, hein, évidemment, du messaging mobile qui ne pouvait pas que reposer sur le SMS. C'est ça, voilà. Effectivement, c'est intéressant d'apporter le pendant de l'emailing sur mobile, puisqu'aujourd'hui, c'est une réalité, c'est un constat qu'on fait au quotidien. Oui, les Français, mais pas que les Français, consultent aussi leurs emails sur mobile. Et puis, c'est le canal historique de la relation client, hein, souvent, l'email. Hein. C'est ça, c'est un peu le canal historique et les choses évoluent. Tout n'évolue pas au même rythme, mais voilà, il y a des changements dans les usages et surtout, alors chez Numberly, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est qu'on est vraiment dans la notion de multicanal ou d'omnicanal. Donc, ce qui est très intéressant justement, c'est de jouer entre les canaux et d'utiliser les bons canaux pour aller d'une part s'adresser aux bonnes cibles et d'autre part d'avoir les meilleurs retours sur investissement pour nos clients, s'agissant d'activer des clients, des prospects. Donc parfois ça peut être le canal email, parfois ça peut être le canal SMS, ça peut être le display. Et puis surtout c'est la combinaison de tous ces canaux qui font que derrière on a une stratégie qui est plus ou moins efficace sur le plan marketing. Pour être omnicanal. On va commencer donc avec les chiffres sur les ouvertures. Donc sur le volet des ouvertures, ce qu'on constate sur l'année dans sa globalité, mais on va surtout s'intéresser à l'état du marché sur Q4 2020. On a une captation des ouvertures d'email encore en progrès sur mobile. Aujourd'hui, on a quasiment 60% de la captation des ouvertures qui se fait sur mobile. Alors quand on parle de captation d'ouverture, en gros, c'est le device sur lequel l'email qui a été ouvert au moins une fois a été ouvert en premier lieu. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une ouverture tout d'abord sur mobile et ensuite sur desktop. Là, on va vraiment s'intéresser à cette notion de première ouverture. Donc cette première ouverture, voilà, aujourd'hui, c'est bien le mobile qui domine l'usage. Donc c'était un gros tiers il y a 2-3 ans et maintenant c'est plus de la moitié. Et si on rajoute l'audience tablette, on est même à quasiment à 2 tiers. Hein. Voilà, alors on a effectivement aussi la question des tablettes. Après, en pratique, ce qu'on voit, c'est quand même on a une stagnation de ce parc tablette. Donc c'est un peu c'est aujourd'hui le plus gros de l'enjeu se joue entre le desktop et le mobile. D'accord. On passe au slide suivant. Ouais. Ouais. Sur le volet des clics, alors là, on a un petit recul sur le mobile. Bon, est-ce que c'est une tendance de fond? Est-ce que c'est une tendance conjoncturelle? C'est pas évident à expliquer comme ça. Mais ce qui est important d'avoir en tête autour de cette notion de clic, c'est que si on parle d'une forte captation des ouvertures par le mobile, en revanche, au niveau du clic, on a quand même une claire domination du desktop encore, hein, qui est là encore, on parlait de canal historique concernant l'email. Bah, le desktop, c'est un peu le canal, enfin plutôt le device historique. Dans l'usage, donc s'agissant d'interagir, de cliquer, aujourd'hui, on a encore une population qui utilise beaucoup le desktop. Et suivant. Ça marche. Et sur le volet réactivité, alors, pour ma mémoire, rappel, la notion de réactivité, c'est le rapport entre les ouvreurs et enfin les cliqueurs et les ouvreurs. Donc ça va un peu souligner la qualité intrinsèque de l'email dans sa capacité à générer de l'interaction, voire de la conversion. Donc là, on a une tendance aussi un peu à la baisse, mais c'est une tendance qu'on constate sur l'ensemble des canaux. Hein. On voit bien qu'il y a un trend en recul sur 2020 en particulier. Là encore, est-ce qu'il y a un contexte conjoncturel qui fait que c'est cohérent? Par exemple, peut-être si on voit, c'est un peu marqué sur le premier semestre et le deuxième semestre, mais
C'est pas évident comme ça encore à court terme de donner l'explication, mais on peut penser que dans la manière dont les marques ont travaillé sur le canal, peut-être qu'il y a eu une plus forte pression sur le deuxième semestre, là où le premier semestre était un petit peu plus, on va dire, un peu plus calme, notamment parce qu'il y avait sur le volet retail, beaucoup de fermetures de points de vente. Mais voilà, on a quand même un trend à la baisse. En revanche, ce qu'on peut aussi souligner sur cet aspect de la réactivité, mais c'est complètement cohérent avec cette notion d'ouverture apportée au clic. On a là encore c'est le mobile qui capte l'ouverture, mais c'est bien le desktop qui capte le clic. Donc on a un taux de réactivité qui est clairement sans commune mesure entre le desktop et le mobile. Le mobile sur cet aspect-là est vraiment le challenger et je pense qu'il y a un vrai sujet justement pour essayer. Alors, est-ce que le mobile pourra rattraper le desktop compte tenu de la nature des écrans qui sont assez petits? Voilà, en tout cas, c'est l'enjeu. Et on termine avec le dernier slide. Alors, sur la notion on s'attache un peu à la notion de population dans les typologies de consommateurs par rapport au rapport à l'email. Est-ce qu'on essaie de définir des populations qui vont être soit des populations dites mobile only ou en tout cas mobile first. Un mobile only serait une personne qui globalement n'ouvre quasiment que ses emails sur mobile. Un mobile first serait plutôt une personne dont le profil serait une personne qui ouvrirait au moins 3/4 de ses emails sur mobile. Ce qu'on constate là, c'est qu'il y a là encore un petit recul, alors pas un gros recul, mais un petit recul de ces populations. Là encore, c'est peut-être lié au contexte sanitaire. Peut-être que sur 2020, notamment sur le premier semestre, il y avait moins de mobilité, donc par conséquent, il y a eu peut-être plus de reports d'ouverture d'email sur desktop. Enfin, là encore, on est dans un contexte très particulier, mais ce qui est important de souligner, c'est qu'on a quand même une population, on va définir de mobile first et mobile only de 57%, ce qui reste, on va dire, énorme, puisqu'on est en train de parler de plus de la moitié des consommateurs français. Très bien. Alors, du coup, on peut dire, voilà, ça y est, depuis l'année dernière, en gros, l'email, c'est un canal mobile first. Ouais. On est clairement aujourd'hui dans le constat qu'on fait, c'est l'email désormais s'ouvre sur mobile en premier lieu. Et ça, c'est tout un pan certainement autour de la manière dont on pense les emails à explorer pour essayer d'aller maximiser la conversion que peut apporter l'email. Oui, parce que même si le mobile est aujourd'hui majoritaire en termes d'ouverture, on sent qu'il y a quand même un petit problème de performance sur ce canal avec une part de clic qui ne correspond pas à ces parts d'ouverture. Et donc, il faudrait qu'est-ce qu'il faut travailler pour redresser un petit peu le volume de clics, la performance de ce levier? Alors, j'ai envie de dire, avant de parler du clic, bon, il y a la question de l'ouverture. Alors, on voit qu'elle est bonne. Néanmoins, le premier constat qu'on peut faire, c'est il faut peut-être rappeler que l'écran étant petit, on peut avoir des problématiques sur la notion d'objet d'email. C'est-à-dire que c'est la première chose qu'on voit quand on reçoit un email. Ce qui est important, déjà, c'est que cet objet soit cohérent avec ce que va délivrer ensuite l'email dans son contenu. Ensuite, dans les wordings, on est sur un petit écran. Dans le constat, si vous regardez un peu sur vos devices, notamment sur des messageries comme Gmail, on parle souvent d'une 50aine de caractères affichés. Si on est plus prudent, plus sécurisé, on essaie de sécuriser, on est quasiment même à une 40aine de caractères. Ça dépend un peu des tailles d'écran, des résolutions de typo, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux... On peut dire sans prendre de risque que plus des 2/3 des gens dépassent les 40 caractères et donc ils ne sont pas adaptés à ces écrans. On a beaucoup, effectivement, dans nos messageries, des emails très gourmands dans les objets, et on se retrouve avec des objets tronqués. Et je pense que ça semble assez pragmatique de dire qu'il vaut mieux avoir un objet court et percutant que d'avoir un objet long qui est tronqué et donc illisible. Je ne pense pas que ce soit forcément très incitatif au clic. Après, ce qui va peut-être jouer, du coup, c'est de l'attachement à la marque. Alors après, sur l'attachement à la marque, il y a des petits, entre guillemets, quick wins qu'on peut aller chercher. Alors, il y a ce qu'on appelle le BIMI, par exemple, qui permet, c'est un paramètre qui permet, alors ça ne fonctionne pas, c'est un peu la problématique des différents canaux. Chaque canal a ses spécificités techniques. Mais si on prend l'exemple de la messagerie, chaque messagerie, il va un peu de ses propres règles. Mais si on regarde dans le cas encore de Gmail, qui est très utilisé en France, le BIMI permet d'afficher le logo de la marque. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, la photo d'un ami ou des initiales proposées par défaut par la messagerie, on va avoir le logo de la marque. Donc, ça attire l'œil et ça peut favoriser le clic. Et donc, sur la question après du clic, qui est l'étape suivante, la première chose, c'est que, comme sur les sites web, l'approche la plus rationnelle, c'est peut-être de privilégier le responsive, d'avoir des emails responsives qui vont s'adapter à la taille des écrans. Donc, bien choisir dans sa structure responsive les composants qu'on va vouloir afficher. On ne va peut-être pas chercher à tout afficher, mais afficher les images les plus impactantes et les textes les plus parlants.
Après, cette notion de contenu, là encore, jouer la carte de la synthèse, c'est-à-dire être capable de délivrer des informations qui sont synthétiques, quitte à renvoyer sur des rebonds web pour afficher des contenus plus détaillés, plus denses, plus riches. Donc vraiment plutôt être dans une approche un peu straight to the point, avec derrière des call to action qui sont clairs, identifiés. Toujours cette notion de synthèse, je termine peut-être là-dessus, c'est de se dire que là encore, on voit aujourd'hui beaucoup d'emails très longs, très bavards. Alors sur le mobile, c'est pas problématique de scroller, hein, c'est devenu une habitude, hein, notamment sur les sites mobiles. Par contre, ce qui est important, c'est que on est de plus en plus sollicité, donc on reçoit de plus en plus d'emails, donc ça sert peut-être à rien d'avoir des choses trop denses, trop complexes. D'accord, less is more, hein, ça pourrait être la synthèse de ce qu'on s'est dit, mais il ne faut pas hésiter à repenser en tout cas ce levier historique hein, aussi évidemment de la relation client. Merci Christophe. Donc merci en tout cas Christophe et merci Sébastien hein, pour les éléments de ce baromètre du messaging mobile et ce sont des éléments qui seront évidemment repris au sein de la commission messaging mobile de l'association.